Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Une surprise t'attend. Marque média ou média marque, aujourd'hui, peut-on encore faire la distinction? Dans cet épisode, j'ai voulu explorer les nouvelles collaborations à l'œuvre entre ces deux acteurs que tout réunit. Un magazine en particulier a attiré mon attention, c'est le magazine bien connu des startups, Madines. On reçoit aujourd'hui Vincent Puren, qui est directeur exécutif chez Madines, qui va nous partager ses secrets pour itérer, transformer son business model à moindre risque grâce au partenariat. Bienvenue Vincent. Bonjour Caroline, merci pour l'invite. Avec plaisir, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à prendre ce poste chez Madines ? Écoute, moi je suis à la croisée de 3 industries. En tout cas, je ne l'ai jamais prémédité, mais je me rends compte que le point commun entre mes différentes expériences, c'est que j'ai évolué dans 3 industries de manière systématique, tech, médias, pub, en m'éloignant petit à petit de la 3e pour essayer de créer un nouveau modèle. On va en parler. Donc, je passais par tout type de structures, médias, think tank, grands comptes, etc. Et effectivement, depuis 6 ans, je suis chez Madines, je suis associé chez Madines et mon rôle, c'est d'accompagner le média sur la définition de son modèle économique, ce qui n'est pas une mince affaire quand on travaille dans l'industrie des médias. Et je gère aujourd'hui une business unit chez Madines qui a vocation du coup à faire vivre nos activités, enfin faire vivre l'ensemble des activités, et y compris à pérenniser le média, donc nos rédactions. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Madines pour, j'imagine c'est 1% des gens qui vont nous écouter, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Madines, est-ce que tu peux nous parler rapidement du média, ce que vous faites ? Ouais. Écoute, j'espère qu'il y a des gens qui connaissent pas Madines. Ça prouve qu'on a encore des lecteurs à aller chercher. Et pour ma rédac chef, pour notre rédac chef, je pense que c'est un bon point. Elle qui est toujours en quête de nouveaux lecteurs. En quelques mots, Madines, c'est un média en ligne, donc c'est un pure player qu'on a lancé il y a 8 ans maintenant, qui est un média avec une particularité, c'est qu'il a une éditoriale de niche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'actualité des startups et des startups françaises. On s'est lancé au UK en début d'année et on a la volonté de dupliquer ce modèle français aux 4 coins du monde. En tout cas, on a commencé par ce marché-là. Et aujourd'hui, on est numéro 1 en France avec 800 000 lecteurs qui nous lisent tous les mois. Et on est plutôt bien positionné en Europe depuis notamment l'ouverture de ce bureau à Londres qui va faire des petits dans les mois et dans les années qui viennent. Donc voilà, ça c'est Madines. Aujourd'hui, c'est 35 personnes, c'est un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros. C'est 3 entités, comme je le disais, c'est le média, de manière assez classique, la rédaction en chef, etc. Et 2 agences intégrées, une agence intégrée dédiée à la création de contenu et une agence intégrée consacrée à l'événementiel, alors qui certes en ce moment est pas mal remué, mais qui se repense pas mal et qui d'ailleurs, on pourra en parler, fait partie de nos éléments moteurs. C'est clair, super intéressant. Du coup, tu peux nous parler de ce nouveau bureau. En termes de stratégie de déploiement pour Madines, c'est quoi les enjeux clés là sur les 5 ans à venir ? Écoute, pour te parler des 5 ans à venir, je vais te parler des 5 ans passés. En fait, la question qu'on s'est posée quand on s'est lancé, c'est comment est-ce qu'on fait pour exister dans le temps ? On n'est pas des blogueurs, on n'a pas vocation à créer un média. Et alors, on est des anciens blogueurs, c'est ce qui nous a liés, ce qui fait qu'on s'est associés. Mais la différence, c'est qu'on a vraiment eu la volonté de créer une vraie entreprise, un vrai groupe média, grandir dans le temps, recruter des personnes, faire du chiffre d'affaires de manière assez élevée, faire des acquisitions, etc. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour exister dans le temps ? Pour ça, il nous faut une rédaction de qualité, mais il nous faut aussi un modèle d'affaires solide. Trouver un modèle d'affaires solide dans l'industrie qui est la nôtre, c'est pas une mince d'affaires quand tu sais que la grande partie des médias aujourd'hui sont sous perfusion des aides de l'État, dépendent d'actionnaires, très peu de groupes indépendants encore aujourd'hui. On parle beaucoup de society ou de groupes comme ça. C'est vrai qu'on en parle, mais c'est des exceptions. Chez Madines, alors c'est toujours difficile de parler de soi, mais on fait partie de ces exceptions.
puisqu'on détient très majoritairement le capital. Quand je dis on, c'est les fondateurs historiques. Et donc, on a une capacité à être libre, autonome, relativement importante. Et en fait, pour être autonome, être libre et surtout exister dans le temps, en fait, on s'est très vite posé cette question de business model, qui du coup, et pour répondre à ta question après, les 5 prochaines années, est effectivement assez décisif. On s'est éloigné, on continuera de s'éloigner des modèles classiques, pub plus abonnement. Publicité parce que... en fait, tu regardes aujourd'hui, clairement, les médias qui font le plus d'audience aujourd'hui ont de plus en plus de mal à vivre de la publicité. Nous, on a vocation à être un média communautaire, un média de niche. 800 000 lecteurs à l'échelle du monde ou à l'échelle de TF1, c'est ridicule. Et pourtant, on a une audience qui est quand même assez significative. Tu regardes l'écosystème startup, tu te dis 800 000 personnes, c'est quand même déjà pas mal. Mais faire de la publicité, être dépendant de ça, ça n'a pas forcément d'intérêt. D'autant que tu te dis 70% aujourd'hui ou 80%, je crois, de l'industrie pub en ligne dépend de 3 acteurs, Google, Facebook, Amazon. On n'est pas ultra fan du monopole. Et même si on aime ces acteurs et qu'on travaille avec eux, mais voilà, on s'est éloigné de ces modèles-là, d'autant qu'on sait que notre public il est exigeant et lui imposer de la publicité, c'est pas forcément lui faire un cadeau. Le deuxième, l'abonnement, tu connais toi-même, tu es entrepreneur, quand tu te lances, tu as des priorités, chaque euro que tu investis a son importance, et nous, demander d'entrée de jeu à un entrepreneur, quand je parle de start-upper, c'est entrepreneur et équipe. Mais quand tu demandes à un entrepreneur de lâcher, je sais pas, 8, 10 euros pour s'abonner à Madines tous les mois, c'est peut-être pas son abonnement prioritaire parce que déjà, il a du mal à financer sa vidéo pour faire des communications, financer des RP, etc. Donc, on s'est dit, c'est un modèle un peu élitiste pour nos lecteurs, d'autant qu'on avait vraiment vocation à offrir cette matière au plus grand nombre. On s'est donné aussi une mission, on est des passionnés, on est des entrepreneurs dans l'âme, et on s'est dit, bon, le média... En fait, au-delà d'être une entreprise pour générer des revenus, ça reste quand même une entreprise. Alors, le mot est fort aujourd'hui, une entreprise à mission, c'est-à-dire que notre mission, ça reste aujourd'hui de donner accès à de l'information à des gens qui n'ont pas de réseau et leur permettre justement d'avoir un accès à ce réseau à travers des actualités, mais aussi des conseils, des connexions, etc. Et donc, du coup, si tu mets un abonnement payant, clairement, tu te coupes d'une grande partie de ton lectorat. Et donc, du coup, ça, c'est la question qui nous intéresse. Vers où on a été et vers où on va aller dans les 5 prochaines années, en fait, on a décidé de prendre notre lectorat et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec chacun de nos lecteurs et comment est-ce qu'on peut monétiser ça? Tu as le gros de notre lectorat qui sont les entrepreneurs, enfin les start-upers, donc entrepreneurs et leurs équipes. On s'est dit clairement, et on s'est fait, on n'a pas fait un pacte du sang, mais en tout cas, on se l'est promis. Et on a Anaïs, qui est la directrice média chez nous, qui n'a, elle, qui est absolument pas intéressée par ces sujets de revenus. Et elle, ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est les audiences et d'apporter des contenus de qualité. Donc, elle, du coup, nous rappelle constamment, on s'est promis de ne jamais monétiser quoi que ce soit avec cette audience, à qui on doit beaucoup. Aujourd'hui, si on en est là, si on fait ces audiences, si on a cette notoriété-là, c'est parce qu'aujourd'hui, les startups nous font confiance. Et voilà. Donc, du coup, évidemment, on ne leur garantit pas de parler d'elles. Elles nous contactent, on reçoit à peu près 400 ou 500 CP par jour, ce qui est assez énorme. On ne leur garantit pas de parler d'elles. Par contre, si on le fait gracieusement parce que c'est notre mission. Et surtout, Anne répond à tout le monde. Je ne savais pas que vous receviez autant de demandes par jour. 400. Ouais. Ben, franchement, un énorme bravo, un énorme big up à la rédaction parce que ils font un travail de dingue. Leur travail, ce sur quoi ils sont jugés, c'est la qualité de leurs articles et la fréquence de publication. Mais on oublie qu'il y a un immense boulot qu'ils font au quotidien, qui est celui de curation. Et le travail de curation chez Madines, comme dans tous les médias, c'est aussi ce travail de lecture d'emails. T'as pas un milliard de médias sur ces thématiques-là. En tout cas, c'est aujourd'hui, je pense, considéré comme le média de référence sur le sujet. Donc, c'est le réflexe de beaucoup d'entrepreneurs et de beaucoup d'entreprises de contacter la rédaction. Donc, bravo à eux parce que nous, on a tendance à se plaindre quand on reçoit, je sais pas, 100, 150, 200 mails par jour, dont des mails publicitaires. Eux reçoivent 400 CP par jour et ils sont promis d'essayer de répondre à un maximum de personnes. Donc, message d'ailleurs. C'est pas automatisé. Enfin, moi, en tout cas, j'ai reçu des messages qui n'étaient pas automatisés, quoi. J'ai eu Anne en direct. Donc, non, il n'y a absolument rien qu'automatisé. D'ailleurs, message à celles et ceux qui nous écrivent et qui n'ont pas de réponse. Déjà, ce que je peux vous conseiller, c'est de relancer. Et la relance paye toujours. Et ensuite, ne nous en voulez pas si on ne vous répond pas systématiquement. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Et je pense que c'est sûr que s'ils prenaient le temps de répondre et de passer 2-3 minutes sur chaque mail, x 400, clairement, ils ne s'en sortiraient pas. Madines, il faut faire des bonnes accroches. Ouais, exactement. Non, mais c'est exactement. Et l'idée, et encore une fois, c'est là où je dis bravo à l'équipe parce que leur mission, c'est de faire des contenus de qualité, c'est d'informer.
et ils prennent encore aussi le temps de faire des ateliers, d'écrire des tribunes, des papiers pour expliquer comment avoir une bonne accroche. Donc, lisez Madines, certes, mais lisez aussi ces contenus faits par nos journalistes qui vous expliquent, notamment sur les réseaux sociaux, comment est-ce que vous pouvez aborder une bonne accroche. Tu disais qu'effectivement, tu as contacté Anne et qu'elle t'a répondu. C'est dû aussi en partie, je pense, parce que tu as réussi à avoir une bonne accroche. Voilà. En tout cas, on va pas faire un atelier RP, mais je vous encourage à vraiment suivre ce que font nos journalistes dans le fond, sur ces sujets d'innovation et de start-up, mais aussi sur leur métier, sur la forme, parce qu'ils partagent souvent des tips, ça s'intéresse. Un atelier RP, Vincent, parce que moi, quand j'ai annoncé ce live, il y a plein d'entrepreneurs, notamment chez Richmaker, qui m'ont dit trop bien, Madines. Enfin, pour le coup, c'est des problématiques qui touchent aussi les entrepreneurs. Faire des RP quand c'est pas ton métier, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, c'est clair. Et franchement, ça mériterait un autre talk parce que c'est un vaste sujet, mais franchement, connectez-vous avec nos journalistes, suivez-les sur les réseaux parce qu'ils partagent régulièrement les webinars ou les confs qu'ils font sur le sujet. Il y en a tout le temps. Et c'est hyper instructif. Et d'ailleurs, je serai certainement le moins bien placé pour en parler parce que c'est pas mon métier aujourd'hui. Elles le vivent bien mieux que moi. En tout cas, pour revenir sur notre sujet, donc là, bon, ok, notre volonté, c'est de se rapprocher de nos lecteurs et de se dire comment est-ce qu'on peut tirer parti de ces lecteurs, travailler ensemble et générer des revenus. Tu l'auras compris, le cœur de notre lectorat, c'est niet. On fait pas de business direct avec eux. Après, s'ils ont la volonté, on reviendra dessus après, parce qu'on travaille aussi en marque blanche. Ils ont besoin d'une agence en marque blanche pour s'accompagner. Évidemment, on peut les accompagner. Mais en termes de création de contenu, de brand content, etc., on ne le fait pas. Ouais. Si, pardon, excuse-moi, Vincent. Non, l'autre part du lectorat, et c'est là que ça devient intéressant, on s'est rendu compte au fil du temps qu'il y a ce qu'on appelle l'écosystème qui se connecte de plus en plus, qui nous lie de plus en plus. L'écosystème, c'est quoi? C'est les financeurs, c'est les accélérateurs, c'est ce qu'on appelle les corporates, les institutions, qui ont une vraie volonté de se connecter à cet écosystème pour des raisons multiples, pour collaborer, pour les financer, pour les racheter, pour s'inspirer, pour s'acculturer, etc. Et cette logique de connexion, elle n'est pas évidente. Là, on s'est dit, OK, il y a peut-être un truc à faire. On reste focus sur notre métier, on ne va pas faire des choses qu'on ne sait pas faire. Est-ce que notre compétence éditoriale peut pas nourrir ces acteurs-là, cette deuxième part de notre lectorat? Est-ce qu'on peut pas devenir un label de confiance et justement les accompagner sur cette connexion? Et c'est exactement ce qu'on fait. Et on va parler, l'idée, c'est tu l'as très bien nommé, partenariat. C'est de là qu'est né notre modèle économique. C'est comment est-ce qu'on identifie des acteurs de cette partie de notre lectorat et comment est-ce que du coup on les accompagne sur ces problématiques que je viens d'énumérer avec une approche purement éditoriale. Ça, c'est notre métier. Et pour finir là-dessus et pour répondre à ta question, je pense qu'on creusera après et je t'expliquerai en détail comment on fonctionne. Pour les 5 prochaines années, l'idée, ça va être évidemment de continuer sur cette lancée-là. On ne va pas réinventer les choses, on ne va pas repenser les choses. Ça marche très bien. L'idée, ça va être d'optimiser. Donc, du coup, d'être encore plus fluide. Ça va être de grandir, d'avoir des partenariats de plus en plus solides et de multiplier les partenariats, évidemment, donc avoir de plus en plus de partenaires. C'est super intéressant ce que tu dis, Vincent, et c'est pour ça que je voulais t'interrompre tout à l'heure. J'ai tilté quand je savais pas du tout que vous étiez des anciens blogueurs, mais je trouve que votre modèle, il est très intéressant parce que tu l'as très bien dit, c'est-à-dire on a un pool autour de nous, notre audience, et en fait, vous n'avez pas considéré votre audience comme votre clientèle, mais vraiment comme une communauté qui allait être votre caisse de résonance pour pouvoir aller toucher un écosystème où il y avait des moyens et où il y avait la volonté d'évoluer vers des nouveaux formats. Et je trouve que c'est pour ça que je t'ai contacté. Cette stratégie me semble ultra pertinente. Est-ce que tu peux nous parler justement de la typologie de partenaires qui gravitent autour de l'offre Madines aujourd'hui? Ouais. Déjà, pour que tu comprennes bien l'offre, elle est divisée en deux. En gros, tu as d'un côté l'offre purement éditoriale, où là, on va prendre toute la chaîne de valeur. Il faut savoir que, tu as l'offre éditoriale et l'offre événementielle. Dans les deux cas de figure, 80% des cas de figure, on bosse en marque blanche. Et ça, c'est le combo gagnant parce que on s'est promis de ne pas solliciter nos entrepreneurs lecteurs, mais on s'est aussi promis de ne pas polluer notre média de trop d'initiatives co-brandées, brand content, etc. Et donc aujourd'hui, le brand content représente 20% de ce que l'on sort, articles, vidéos, etc. 80% de ce qu'on sort, c'est ce qu'on appelle de la marque blanche. Donc, sur la partie éditoriale, l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est du planning stratégique, la création de plateformes et de la création de contenu. Et sur la partie événementielle, c'est de la création d'événements, uniquement sur les thématiques d'innovation et d'entrepreneuriat. Donc, pour te donner des exemples concrets,
On bosse aujourd'hui essentiellement, comme je te disais, avec des corporates et des institutions. Sur les 20%, aujourd'hui, brand content, on bosse par exemple avec Salesforce, qui est un exemple d'ailleurs que tu as déniché, et c'est ça qui t'a amené à me contacter. Vincent, tu spoil la partie 2. Ah merde. Bon, écoute, non, mais on travaille avec ce type d'entreprise et je ne vais pas spoiler la suite, mais voilà, on travaille avec ce type d'entreprise. On travaille avec LVMH, on travaille avec Orange, on travaille avec la région Île-de-France, on travaille avec les CCI, on travaille avec la mairie de Paris, etc., etc. Donc globalement, on travaille avec des grandes structures qui elles-mêmes ont les moyens de se donner le temps de structurer leurs besoins et les moyens d'aussi le financer. On va revenir après sur le modèle de financement, mais notre métier, c'est ça. C'est à la fois jouer un rôle, trouver un modèle de synergie, de partenariat avec ces acteurs-là pour les valoriser auprès de notre lectorat, pour créer ces connexions, et d'un autre côté, leur dire, voilà, vous savez qu'on a ces savoir-faire-là, on le fait en mode agence aussi, donc totalement marque blanche, ça sort totalement du spectre média, mais par contre, on a des équipes aujourd'hui qui font ça très bien. Et tu nous as cité des noms superbes. Comment vous les rencontrez, en fait, ces partenaires? Parce que, tu vois, les LVMH, nous, on se dit, quand tu arrives, quand c'est une start-up, même Madinès, tu vois, comment vous vous êtes déployé, comment tu arrives à avoir les premiers grands noms qui te font confiance? C'est vraiment qu'une question d'humain. Et je pense que tu pourrais leur demander, ces gens-là, si tu les contactes. Bon, déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'on s'est lancé, on était tout petit. Moi, j'ai commencé avec Madinès, j'avais 25-26 ans. Je passais par un think tank avant, donc j'avais déjà un peu de réseau, mais on a commencé de zéro. Donc, on a commencé avec toute la naïveté du monde, en pensant pouvoir enfoncer toutes les portes possibles imaginables. Il y avait beaucoup d'humains derrière tout ça. Donc, comment est-ce qu'on les a rencontrés? On les a contactés. On a fait quelque chose de très simple. On s'est dit, avec qui on veut bosser? Clairement, en fait, il y a un truc qui marche forcément très bien, c'est que tes références donnent envie à d'autres de venir travailler avec toi. On va essayer directement d'aller chercher de très belles références. Au passage, il y a d'autres acteurs auxquels on ne pensait pas, qui sont hyper intéressants, mais avec qui on va commencer à discuter. Donc ça, c'est plutôt les demandes entrantes. Mais clairement, on ne va pas se mentir, au début, 90% des opportunités, c'était des demandes venant de notre part. On contacte des personnes ultra qualifiées. On sait déjà qu'elles sont pertinentes par rapport à ça, parce qu'on les a croisées, parce qu'on les a vu prendre la parole sur ces sujets. Et donc, on les rencontre. Il faut savoir une chose, c'est que c'est des cycles très, très longs. Un partenariat, en moyenne, il se met en place au bout de 6 mois. Donc, c'est-à-dire pendant 6 mois, tu ne discutes pas H24 pendant 6 mois. Il y a des temps, on va dire, de pause. Mais pendant 6 mois, tu échanges sans avoir la garantie qu'on fasse des choses. Et derrière, très souvent, alors au début, en tout cas, au moment où tu n'y crois plus trop, bah, du coup, on te dit, OK, alors là, par contre, perdons pas de temps, allons-y, on est vraiment chaud et allons-y. Donc, c'est vraiment de l'humain. Après, je pense que, tu vois, on est dans une période où on nous vend à fond de l'automatisation en nous disant, voilà, utilise des scripts, utilise ça, utilise du marketing automatisation pour aller toucher un maximum de personnes. Tu vas voir, l'IA va automatiser pour toi, etc. Dans nos métiers, en tout cas, parce que le panier moyen, on va revenir après dessus, le panier moyen est assez élevé. On ne vend pas un abonnement à 8 € par mois. Clairement, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est le contact avec les gens, en leur disant, bah, écoute, voilà, échangeons. Et en fait, l'essentiel des échanges et des premiers échanges, c'est presque un échange comme toi et moi en Lala. C'est presque une sorte de mini masterclass entre nous dans un café ou au bureau, où vraiment, en fait, les gens nous jugent sur notre fond, sur la passion pour ce qu'on fait, et ensuite, ils nous choisissent par rapport à ça. Parce que clairement, la concurrence, elle est existante, et je suis intimement convaincu que l'essentiel des acteurs avec lesquels on travaille aujourd'hui ne nous ont pas uniquement choisi parce qu'à un moment donné, on avait peut-être plus d'audience, à un moment donné, on avait des produits plus carrés. Et d'ailleurs, en fait, je ne pense pas que ce soit le côté ultra standardisé de nos produits qui fait la différence, parce que ce n'est pas le cas, mais plus le côté très humain et assez pointu et passionné par ces sujets-là. Et ce qui est un peu le propre d'ailleurs, toi qui es entrepreneur et les entrepreneurs qui nous regardent, c'est un peu l'équivalent en fait d'une négociation pour une levée de fonds, un financement. Tu arrives avec le meilleur business plan, le meilleur doc possible, imaginable, tu n'es pas garanti de lever des fonds. Par contre, tu arrives avec ta personnalité, tu arrives avec tes convictions, tu arrives avec une maîtrise du mec en face de toi qui est excellente, ça fera la différence. Et les meilleurs investisseurs te disent aujourd'hui, moi, je ne choisis pas le projet, je choisis l'individu. Bah là, c'est pareil. Je pense qu'ils nous ont choisis parce qu'ils ont accroché avec nous. Et d'ailleurs, tu le vois, en fait, les gens qui ont historiquement commencé à travailler avec des partenaires, en fait, ils les suivent au long cours et on sent que quand tu changes de contact, il y a un temps d'adaptation. C'est intéressant. Donc, toi, en fait, tu n'es pas forcément dans la méthode de l'escalier, comme on dit, où tu vas chercher des partenaires de plus en plus gros. Toi, tu dis juste soyez authentique si vous voulez vraiment aller bosser avec quelqu'un.
prenez un café et faites que ça arrive, quoi. C'est les deux. En fait, si tu veux, nous, on a commencé petit, des boîtes petites, on va dire, enfin, ouais, pas forcément des boîtes petites, c'est un mensonge, parce que nos premiers partenaires, c'était Orange, Microsoft. Non, c'est pas le cas. Non, on a commencé petit avec eux, c'est-à-dire que, en fait, si tu veux, non, la technique de l'escalier, si on l'applique de par la nature des projets. Après, on a tout de suite été voir les boîtes qui nous semblaient les plus sexy, les plus intéressantes, et au passage, en allant voir aussi des boîtes moins connues. Et je te dis, il suffit d'un bon use case pour attirer des boîtes à côté qu'on ne connaissait pas, mais aussi intéressantes. Après, je te dis, ce qui fait la différence, donc certes, c'est en accroche, c'est l'humain, mais après, c'est aussi de pas vouloir aller trop vite. C'est la technique du test and learn. Tu sais, en fait, il y a un truc qui étonne encore aujourd'hui pas mal de futurs partenaires ou actuels partenaires qu'on a. C'est quand tu leur déroules un peu tout ce qu'on peut faire et qu'ils te disent, ouais, mais enfin, on va y aller doucement parce que bon, en plus, des sujets, on va revenir dessus après. C'est vrai que c'est pas le truc le plus, avec retour sur investissement le plus immédiat, le plus mesurable quand tu fais des éditos. Ils te disent, oui, on va aller doucement. Nous, on leur dit toujours, mais attendez, enfin, il n'y a pas aucunement question de faire tout ça. Nous, notre technique, c'est le test and learn. On va y aller petit, on a la conviction que ça a bien marché, on va grossir. En fait, je te parlais d'Orange, EDF, Microsoft. On a commencé sur des petits trucs et petit à petit, aujourd'hui, maintenant, il faut confiance sur des formats qu'on pensait même pas pouvoir lancer, sur des types de partenariats, pardon, qu'on pouvait même pas imaginer lancer il y a encore un an. Et je finirai là-dessus. Madines, les revenus Madines, les formats de Madines, même Madines de manière générale, a évolué ces dernières années, certes avec la seniorisation de nos profils, avec la prise de recul qu'on a, mais aussi avec les libertés et la confiance que nos partenaires nous ont accordées. Je te donne un exemple. La vidéo. On a tout de suite commencé à faire de la vidéo. On avait très peu de moyens au début. On faisait des petits stickables pour les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on fait des documentaires d'une demi-heure avec une qualité de réel, je pense en tout cas, très très qualité télé quoi. Pourquoi on fait ça aujourd'hui? Pas uniquement parce qu'on se donne les moyens de le faire, mais parce qu'en fait, on a réussi à le financer et surtout, on a des partenaires aujourd'hui qui nous ont dit, bah, attendez, c'est canon, vous êtes capable de le faire, allez-y, faites-le et nous on vous suit quoi. C'est trop bien. Juste avant notre live, il y a Vincent qui me disait, moi d'habitude, je suis plutôt à ta place et je suis habituée à animer. Et en fait, je me rends compte que tu m'as vraiment hacké le webinar parce que tu me fais toutes mes transitions. Et je sais à quel point je n'aime pas qu'on me prenne mes questions que j'ai préparées. J'adore. Pas. Ah, moi, je suis en pilote automatique. J'adore. Donc, justement, j'allais te poser la question. Est-ce qu'on peut rentrer maintenant dans le dur? Est-ce que tu peux nous expliquer en particulier nous donner un business case d'un partenariat? On a un peu spoilé. Évidemment, moi, j'ai envie de parler du cas Salesforce. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est mis en place et déployé? Ouais. Alors, Salesforce, c'est un très bel exemple. Et je salue d'ailleurs Vincent, l'autre Vincent Rabot, qui travaille chez nous et qui suit maintenant depuis plusieurs années Salesforce, qui est encore une fois une très belle illustration. Je pense que sa personnalité, sa connaissance, sa finesse, etc. des sujets fait qu'on a réussi à faire ce qu'on fait aujourd'hui. C'est assez énorme. On a commencé il y a 3-4 ans. Alors, encore une fois, c'est un trait d'équipe, mais avec une approche très peu risquée. C'est-à-dire que Salesforce est venu nous voir en nous disant bon, salut Madines, bon, ok, on a vu que vous nous avez approché plusieurs fois, vous connaissez un tel. Nous, aujourd'hui, on veut créer de la proximité un peu plus avec des startups françaises. Aux US, on est hyper performant, on a un réseau startup et une notoriété très forte. Mais nous, aujourd'hui, non seulement on veut travailler un peu plus avec des startups françaises pour développer notre business, en gros, en mode open innovation, mais aussi parce qu'en fait, les TPE, PME font partie de notre portefeuille client et les startups pensent qu'aujourd'hui, Salesforce, je te dirai le discours commercial, mais après, on va rentrer dans les détails. Les startups font partie, enfin, en gros, on tendance à croire qu'on est trop cher et voilà. Nous, évidemment, c'est ce qu'on veut leur dire, mais on sait qu'en venant chez vous, on va pas sortir une tribune, un titre qui dit Salesforce, c'est bien pour les startups, etc. Comment est-ce qu'on peut faire? Nous, on leur dit, écoutez, nous, on va faire un partenariat avec vous, on va commencer petit, on va parler de tout le monde, sauf de vous. Donc, du coup, c'est ça notre mode de fonctionnement. C'est de se dire, vous avez une vision marché, vous pensez que vous avez une connaissance sur un sujet qui peut apporter énormément de savoir, de connaissances à notre lectorat, qui l'associera, vous le verrez, faites-nous confiance avec notre façon de fonctionner, ils l'associeront directement à vous. On a commencé sur des choses très peu risquées avec des articles type Nativad, avec Call to Action, faire un peu de display, faire un peu de social media. Fil en aiguille, ils se sont dit, OK, il y a vraiment de la performance dans ce qu'on fait. On veut aller plus loin. On est super fiers de ce partenariat. On ne veut pas juste vous utiliser comme partenaire média et juste profiter de votre audience. On a ces gros événements annuels qui s'appellent le Salesforce World Tour
comment est-ce que vous pouvez nous aider à incarner cet événement international qui est le gros sommet annuel. Du coup, en fait, on a créé un événement dans l'événement qui est Porte de Versailles, qu'on a créé donc, avec notre équipe événementielle, scénographiée, animé, médiatisé, etc. Donc, on a continué à faire ce travail de médiatisation tel qu'on faisait avant, mais on a aussi créé un événement dans l'événement, on a aussi médiatisé cet événement, donc créé en fait une marque conjointe qu'on propulse d'ailleurs depuis maintenant, depuis 2 ans. Voilà. Donc, en fait, ça, c'était un peu le step 2, c'est test and learn, étape numéro 2. Et là, et ce qui t'a tapé dans l'œil, c'est ce qu'on a fait cette année. On a été encore plus loin. Ils nous ont, en fait, du coup, on a travaillé sur tout ce qu'on a l'habitude de faire. Ils nous ont dit, OK, là, il y a un gros sujet à la rentrée. Il y a la reprise, on espère, la reprise en septembre. Clairement, on veut être identifié comme un des acteurs de cette reprise, donc qui soutient le tissu économique, y compris les TPE françaises, dans cette reprise. Sans pour autant parler de nous, mais juste revaloriser ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on a sorti l'artillerie lourde en disant, voilà ce qu'on peut faire de mieux. Et c'est ce qu'on a fait. On a sorti ce qu'on appelle le Madiac. Madiac, c'est quoi? C'est aujourd'hui, pendant 24 heures, Salesforce est rédacteur en chef adjoint de Madines et on a écrit la rédaction, le média pendant 24 heures. Tous les contenus, une dizaine de contenus qui sont sortis dans la journée ont été des contenus conjoints. C'est-à-dire qu'en fait, on a identifié les problématiques ensemble et nous, derrière, on les a bossés. Et en fait, on a une sorte de média pendant 24 heures qui était conjoint, absolument pas brandé Salesforce, à aucun moment le logo Salesforce, etc. C'est juste que dans les sujets, c'était exactement la ligne éditoriale que eux voulaient voir. Évidemment, certaines des startups qui sont parmi leurs clients ont pris la parole, mais pas pour valoriser Salesforce, juste pour valoriser leur démarche pendant ce confinement et la manière dont ils vont aborder la reprise. Donc, tu allais sur Madines pendant 24 heures, tu avais une espèce de marronnier ou une espèce de hack sur lequel, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est ça le partenariat, c'est que Salesforce a communiqué à fond là-dessus, sur ses réseaux sociaux, en disant, regardez, on est rédacteur en chef adjoint de Madines aujourd'hui, et il y a toujours cette logique d'agence à côté, où nous, on a produit un max de contenu pour eux en marque blanche, pour qu'ils puissent alimenter leurs propres canaux. Donc, on a fait cette journée thématique sur Madines, et on a aussi les a aidés à thématiser sur leur propre réseau pendant plusieurs jours. Et le deuxième point qu'on a lancé à cette occasion-là, et je finirai là-dessus, c'est qu'on a lancé une série documentaire qui s'est étalée sur 4 semaines, avec un épisode par semaine, qui s'appelle La Reprise, point d'interrogation, et dans laquelle on est parti pendant le confinement, et après le confinement, pendant tout l'été, à la rencontre de plusieurs startups qui ont ouvert leur bureau et qui ont ouvert, même pour certains, on a été à leur domicile, pas que des patrons, des salariés, etc., qui nous ont parlé de la façon dont ils ont vécu les choses, on les a suivis, etc., et c'était hyper intense. Voilà. Donc, en fait, pourquoi ils ont accepté ça? Parce qu'on a créé un énorme temps fort médiatique, je pense, que tu l'as notamment identifié, qui a été repris au-delà d'ailleurs de nos colonnes dans d'autres médias. Et en fait, la finesse de ce truc-là, c'est que à aucun moment tu parles de Salesforce, tu valorises juste une éditoriale très forte et tu sors dans le fond et dans la forme des choses que tu n'aurais jamais pu faire parce que eux t'apportent un financement en plus qui te permet de sortir des caméras en plus, de sortir du matériel en plus et de faire un truc assez extraordinaire. Et en même temps, nous on travaille avec notre agence interne sur des contenus pour que eux, au lieu de faire de la publicité comme tu le vois à la télé où tu vois toutes ces pubs qui profitent du confinement, etc. Là en fait on a créé des contenus aussi en natif pour que sur leurs réseaux sociaux, mais en fait, il y a un vrai lien avec ce qu'on a fait sur Madines et qu'ils puissent communiquer, comme toutes les entreprises sur ce sujet, mais avec une approche un peu plus éditorialisée, quoi. Tu l'as très bien dit, moi, c'est cette opération qui m'a vraiment tapé dans l'œil. J'ai trouvé ça très malin parce que, comme tu le dis, l'aspect dépublicitarisation, c'est-à-dire pas arriver avec des gros sabots, mais en fait amener les sujets finement et de façon pertinente, créer de la valeur, en fait, ça doit toujours être au centre. Donc ça m'a parlé. Le deuxième point qui m'a parlé, et c'est pour ça que moi j'ai sorti mon outil, c'est que je me suis toujours dit, comment est-ce que tu viens de l'influence, tu le sais, on valorise notre audience, notre reach, et en fait les marques, elles ont aussi une audience qui est souvent super engagée et super qualifiée. Tu vois, dans le cadre de Salesforce et Madines, tu as quand même une affinité qui est ultra forte, et en fait, elles les valorisent pas. Et tu l'as très bien dit, moi, ça m'a fait tilter quand tu dis on a bénéficié aussi de la force de frappe de Salesforce et de la communauté de Salesforce qui va aussi communiquer, elle, de son côté, sur Madines et les nouveaux formats que vous mettez en place. Oui, tout à fait. Okay. Tout ça, après, c'est une question, en fait, c'est une question d'osmose, c'est une question et encore une fois, tu vois, si tout ça a pu se faire, c'est parce que tu as des profils relativement complémentaires chez nous qui travaillent ensemble. Tu as d'un côté des profils comme le mien qui sont assez, on va dire, moi je suis fonceur, tu vois, et en fait j'ai envie de faire 1000 trucs à la seconde, j'ai envie de faire plein de choses, je pense que j'ai plein d'idées et du coup ça enchante nos clients.
et nos partenaires. Et tu as d'autre côté d'autres profils qui a autant d'idées, mais comme notre rédactrice en chef, qui elle derrière a aussi une capacité à mettre des barrières à l'entrée et me dire écoute Vincent, ok, mais par contre, ça, ouais, exactement. Et en fait, c'est dur, par moments, et en fait, on s'entend tellement bien que du coup, on se dit les choses. Par moments, tu te dis, mais en fait, pourquoi, enfin, tu as des choses qui sont refusées, pourquoi est-ce que tu le refuses, je comprends pas, et on argumente, et en fait, on se retrouve entre nous à se dire, est-ce que ça tient la route ou pas, et on a tellement débattu en interne, tellement voulu faire quelque chose de parfait, que du coup, en fait, on se rend compte que ça match. Moi, mon enjeu à moi, c'est que ça matche parfaitement avec les objectifs de nos partenaires, et à la rédaction chez nous, c'est que ça matche parfaitement avec les objectifs, pas les objectifs, pardon, mais avec les attentes de nos lecteurs. À ma connaissance, s'il y a des lecteurs ici qui peuvent en témoigner, si à ma connaissance, il n'y a jamais eu de lecteurs qui nous ont dit franchement, il y en a ras-le-bol de vos trucs, de vos OP avec des marques, là, c'est de la publicité, c'est nul, etc. Non, clairement, au contraire. D'ailleurs, message, pour avoir travaillé, et d'ailleurs ma précédente expérience, c'était notamment dans un think tank, un cabinet conseil où j'accompagnais les médias sur leur transfert de modèle, beaucoup de médias B2C. J'ai quand même l'impression que ces modèles-là de partenariat marchent beaucoup mieux dans le B2B que le B2C, parce que quand tu valorises une entreprise, c'est ce qu'attendent nos lecteurs. Nos lecteurs attendent à ce que tu parles de l'histoire d'une entreprise, de sa vision, etc. Quand tu es dans le B2C, c'est un peu moins bien perçu. Je suis complètement d'accord, et aussi ça a déjà été beaucoup plus fait, tandis qu'en B2B, on va de plus en plus vers des nouveaux modèles, donc c'est là où c'est intéressant, c'est un peu innovant, quoi. C'est clair. Je vois juste une question, parce que je vois qu'il y a des questions qui passent. Une question d'Henri, ça n'a rien à voir avec ce qu'on se dit maintenant, c'était précédemment. Henri Gello qui nous dit comment est-ce que vous faites pour contacter les mairies. En fait, de la même façon qu'on contacte les corporates, on identifie les bons contacts. On a la chance, alors même si aujourd'hui, bosser dans l'innovation, bosser dans l'entrepreneuriat, etc., ça devient un peu plus, commun. Et en fait, tu as pas mal d'opportunisme, donc des gens qui voient bien l'opportunité de carrière, les bons salaires, etc. Mais en fait, il y a encore quelques années, c'était comme des puristes. Donc même quand tu allais voir une mairie, en fait, quand tu contactais le responsable de la communication digitale, par exemple, c'est un puriste, il disait Madines, forcément, il t'accueille, il parle comme toi, il tutoie directement et on s'entend très très bien. Après, ça nous arrive aussi, j'imagine cette question, c'est parce que c'est beaucoup plus standardisé, beaucoup plus processisé, etc. Effectivement, on fait avec. Par contre, je te cache pas, Henri, que effectivement, on travaille beaucoup plus avec des corporates avec qui ça va plus vite qu'avec des institutions avec qui c'est plus long, avec qui on doit passer par des longs processus. Mais c'est le cas, et on vient d'ailleurs de gagner là pour endetter un énorme appel d'offres pour une de ces institutions, après avoir passé des heures et des nuits et des soirées à essayer de comprendre comment fonctionne leur outil d'appel d'offres. Mais voilà, je pense que en fait, la bonne approche, c'est juste de trouver le bon contact, de rester fidèle à soi-même. Effectivement, certains apprécieront votre tonalité, d'autres se diront qu'en fait, non, vous êtes pas du tout en phase avec ces codes qui sont leurs codes. Bon, c'est le jeu, c'est avec des jeux. Je pense que pour 5 partenaires, il doit bien y avoir 10 râteaux. C'est aussi au début, en tout cas, au début. Aujourd'hui, en fait, je dirais que c'est 50-50, quoi, mais c'est la règle. C'est parfait qu'on parle de métriques, parce qu'on va revenir à notre cas Salesforce. Est-ce que tu peux nous raconter vos KPIs sur ce type de projet? Alors, tu nous as expliqué que justement la force de ce partenariat, et c'est ce qui m'a aussi beaucoup parlé, c'est qu'il allait toucher pas mal de points de touche différents, de points de contact différents. Qu'est-ce que vous traquez? Comment et quand? Alors, c'est une très bonne question, et il faut savoir que quand on rentre dans les discussions des métriques avec certains de nos futurs partenaires, c'est là qu'on se rend compte, ou c'est là qu'ils se rendent compte qu'on va jamais bien s'entendre. C'est là que le bas blesse. En fait, les entreprises qui viennent nous voir en disant on veut monter un partenariat avec vous. Enfin, on parle de partenariat. Tu remarqueras que je parle de client partenariat parce que ça reste une relation. On parlera après de finance, mais ça reste une relation contractuelle. Mais quand on monte un partenariat, parce qu'en fait, il y a une chose, on contractualise ce qu'on va faire, c'est voilà ce qu'on va faire contre rémunération. Mais dans 100% des cas de figure, on en fait beaucoup plus parce qu'on le voit comme un partenariat et on se dit qu'on va pas se priver de tous les leviers qu'on peut activer. Mais donc voilà, tous les boîtes qui viennent nous voir en disant voilà, on va faire ça, on va vous payer une partie en variable sur le résultat, etc. Déjà, c'est non. Enfin, c'est fini. Pour autant, évidemment, on identifie des métriques. On n'accepte pas d'être jugé, en tout cas sur les partenariats en cours, sur nos métriques. Évidemment, un partenaire renouvelle son partenariat s'il est satisfait de ses métriques. Donc, étant dans une vision à long terme, c'est juste pour assurer nos arrières aussi, parce que quand on te dit, si tu dis demain, écoute, dans notre partenariat, il y aura notamment un article
on te garantit au moins 5000 lecteurs sur cet article et que tu te retrouves à 4800 vues, tu n'as pas rempli ton contrat. Or, on va pas se mentir, c'est pas mal. Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'engage pas là-dessus. Après, même pas une fourchette, c'est-à-dire que si tu as un objectif, là, si on est sur du reach, tu peux pas fournir une fourchette en disant OK sur les 3. Si. Et pour répondre directement à ta question, on définit des KPI quanti, des KPI quali, en s'intéressant, en mettant le focus sur les KPI qualitatifs. Quantitatif, on sait la moyenne de l'ensemble de nos contenus, quel qu'il soit. On sait, quel que soit, en fait, si tu veux, on parle d'exposition. Quelle que soit l'approche qu'on va avoir, on peut savoir grosso modo le nombre de personnes qu'on va toucher. Donc, en fait, on prend la moyenne et on leur dit, bon, voilà ce qu'on peut espérer. Ça, c'est ce qu'on leur dit. Après, on leur dit, sachant qu'on ne s'engage pas à atteindre ça, on va donner notre meilleur pour le faire. Mais nous, si on le fait, c'est parce qu'on est convaincu que de manière organique, on va réussir à le faire parce que cette association entre vous et nous, en fait, elle est faite pour exister, ça va intéresser. Donc, on ne le fait pas juste pour vous faire plaisir et faire entrer des revenus. On le fait parce qu'on pense que ça va apporter un plus jamais jusqu'ici adressé à nos lecteurs. Donc, voilà ce qu'on pense pouvoir atteindre. Quand tu fais une série, par exemple, comme la série La Reprise for Salesforce, on leur a dit, je vais te donner des KPI, tu peux d'ailleurs les retrouver. On pense que on va toucher sur l'ensemble de la saison de 5 épisodes, 5-6 épisodes, 500-600 000 personnes. Voilà. Avec une moyenne, on pense en moyenne que chaque épisode sera vu par 100 000 personnes. Ce qui est énorme ici. Un article, en moyenne, c'est 8 000 vues sur Madines. Après, la différence, c'est que les vidéos, elles sont sur notre plateforme Madiplay, sur Facebook, sur les réseaux, etc. Et d'ailleurs, c'est des raisons pour lesquelles on va de plus en plus sur des critères qualitatifs. Donc ça, on leur dit ça. Après, voilà, on va laisser. C'est des critères, on va essayer de les atteindre. Et on est intimement convaincu dans quasiment tous les cas de figure, quand on est en dessous, on est légèrement en dessous, mais quand on est vraiment bien en dessous de ces KPI-là, c'est qu'à un moment donné, le partenaire ne nous a pas écoutés et a voulu nous imposer des choses. C'est quasiment systématique. Après, il y a les critères qualitatifs. Ça, c'est des choses qui nous intéressent d'autant plus, c'est leur dire, bon, ben voilà, on va vous faire des feedbacks sur ce qui a été ressenti, des trucs tangibles, alors pas juste on a bonne parole, des commentaires, des mails qu'on va recevoir, des opportunités, des demandes de mise en relation. Tu vois, je pense à pas mal de partenaires où tu as des startups qui nous contactent en disant, est-ce que vous pouvez me connecter avec un tel chez eux, parce que j'ai l'impression du coup qu'ils sont derrière le format X et donc ils sont hyper ouverts sur les collaborations, connectez-nous. D'accord, tu voles le travail de Richmaker. Je ne veux pas le travail de Richmaker. Non, je ne veux pas le travail de Richmaker parce que je t'avoue que, encore une fois, ce n'est pas notre métier. Je savais pas, tu as comme ça, quoi, de collaboration, d'introduction. Vous faites aussi le marieur. Ouais, on fait le marieur, mais enfin, en tout cas, on fait le marieur quand quelqu'un demande de faire le marieur. Après, je t'avoue que, heureusement que des plateformes comme la tienne et comme la vôtre existent, parce qu'après, il faut aussi, c'est un métier, quoi. Nous, en tout cas, et puis surtout, nos KPI, ils sont quand même, si tu fais 2-3 connexions déjà suite à une collaboration, c'est énorme. Toi, 2-3 connexions, c'est rien par rapport à ce que tu fais au quotidien. Donc, c'est toute une suite de critères quali, quanti, des bonnes surprises, et d'autant que très souvent, les critères quali, ça va être des trucs, je te donne un exemple sans le citer, parce que je suis pas sûr d'avoir le droit d'en parler, mais on a... T'es en off, tu peux parler. Ouais, je suis en off, mais on est qu'entre nous. Mais bon, après, je connais la puissance de LinkedIn et voilà, ça paraît aussi à toutes les oreilles. Puis de manière générale, bon voilà. Non, mais en gros, je bossais avec une boîte dans la tech. On a fait un partenariat ensemble et en gros, ils ont gagné un immense appel d'offres, un immense marché public sur toute une région pour le déploiement de tech grâce à ce partenariat-là. Ils ont été contactés en fait par l'interlocuteur qui nous disait, qui a vu en fait, tous ces dossiers, tous ces trucs qu'on a fait ensemble, que du coup leur ont dit, mais attendez, nous on a cet appel d'offres qui est en cours, pourquoi vous n'êtes pas positionné? Positionnez-vous. Et en fait, ils ont gagné cet appel d'offres, c'est des millions et des millions et des millions. Ça représente des millions, voire j'imagine des dizaines, voire des centaines de millions, quoi. Donc tu vois, là c'est un seul feedback, mais c'est, pour eux, le retour sur investissement, il est énormissime, quoi. Et ils ont une preuve tangible que ça vient bien de ça. Donc voilà, des critères quantitatifs, on peut les mapper clairement. Les critères qualitatifs, on reste alerte sur des signaux faibles qui peuvent derrière venir nous appuyer en fait cette démarche et surtout encourager notre partenaire à partir sur la durée, de travailler sur la durée. Et du coup, quand tu as commencé ce travail d'itération,
avec un seul partenaire que tu as établi justement, parce que comme tu l'as très bien dit, c'est difficile quand tu crées un partenariat sur une innovation, tu peux pas tellement forecaster, donc c'est super difficile de t'engager sur du quanti. Mais une fois que tu l'as fait une fois, est-ce que tu commences à dresser un cahier des charges qui te permet d'aller chercher, en fait, est-ce que c'est là où en fait tu façonnes ton business model potentiellement, c'est qu'une fois que tu as fait ce travail de pivot avec une marque, tu peux créer une offre de service, tu peux le dupliquer ce modèle. Comment ça fonctionne? Oui, encore une fois, le partenariat en cours ne sera nullement impacté, et notamment financièrement parlant, par ces KPI, mais ça dresse la suite, ça donne le ton pour la suite. Forcément, en ayant le recul sur un premier partenariat, surtout si on duplique celui-ci en partie, on part de KPI beaucoup plus clairs et précis. Le premier partenariat, on part de KPI standards. C'est nos moyennes, c'est nos KPI standards. Donc du coup, c'est relativement large. Une fois qu'on a déjà collaboré ensemble, qu'on a un premier partenariat, on part des KPI passés en disant un truc très simple. Voilà, on était là, on va aller là. Voilà, c'est tout simple. On va aller là et on vous garantit qu'on arrivera à le faire. Et en fait, c'est aussi pour ça que on a tout intérêt à travailler dans le temps avec nos partenaires et surtout à travailler avec des partenaires de confiance. Parce qu'en fait, quand ça se passe bien une première fois, on gagne un temps fou. Et le temps fou qu'on gagne avec eux, c'est du temps que nous, on peut allouer sur des efforts à l'externe, sur le temps investi, etc., vis-à-vis de notre communauté. Et donc, du coup, multiplier la visibilité, etc. Donc, voilà. Okay. Et je te cache pas que, évidemment, il y a des partenariats qui sont pas renouvelés. Et les partenariats qui sont pas renouvelés, c'est des partenariats qui, généralement, pour lesquels les KPI sont pas spécialement atteints. C'est rare. Ce n'est jamais arrivé qu'un partenaire ne re-signe pas parce qu'il n'a pas aimé travailler avec un tel ou un tel chez nous, ou parce qu'il croit plus du tout en notre modèle ou en notre média, mais plus parce que voilà, il trouve que les KPI sont pas forcément atteints. Ou alors, tu as aussi des partenaires qui viennent nous voir et qui sont curieux de passer d'un média à un autre et d'une boîte à une autre. Parce que si on peut parler de concurrents, parce que dans la logique de partenariat, tu as des concurrents, les concurrents ne sont pas juste des médias, ça peut être aussi des think tanks, ça peut être des entreprises, ça peut être. Ouais, super intéressant. Tu as encore répondu à la question d'après. Mais peut-être que tu peux rajouter quelque chose. J'allais te demander le cycle de vie moyen d'un partenariat chez Madines. Il est de plus en plus long. En fait, sachant qu'un partenariat, je te fais le calcul, ce sera une moyenne, mais sachant qu'un partenariat, en fait, on s'impose dans tous les cas de ne pas bourriner en termes de partenariat et sur 2-3 semaines, de ne pas avoir trop de contenu. En moyenne, on essaie d'avoir un type de contenu par mois maximum. Donc, ça fait une douzaine de contenus max un documentaire, des articles, etc., une douzaine de contenus maximum par an. La durée moyenne d'un partenariat, sachant qu'une grande partie de nos partenariats sont des one-shot. Tu as encore des gens qui viennent nous voir pour du one-shot, mais je dirais d'1 an. Tu as quand même 1 an de partenariat et nos partenaires les plus fidèles, ils se comptent sur plusieurs mains, j'ai envie de dire, sur mes 2 mains, avec qui on travaille sur 2-3 ans. Salesforce, par exemple, ça fait combien de temps? Non, Salesforce, on bosse à l'année. Mais en fait, tu veux, il n'y a pas de période de creux, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on devance la fin et on renouvelle. Salesforce, on bosse sur une année ensemble. Sachant que, encore une fois, c'est pas une science exacte. C'est-à-dire qu'on va définir les contours du partenariat qui vont évoluer aussi, voire s'enrichir au fur et à mesure, quoi. Ok. Est-ce que vous cherchez des nouveaux partenaires? Est-ce que tu veux profiter de ce live pour faire un appel à projet ou tout simplement donner vos critères? Ouais, alors oui, bien sûr. Sachant que là, je vous parle de TGE, je vous parle de grandes institutions, parce que voilà, c'est bien et pas bien. Moi, je suis fier parce que je suis très heureux de travailler avec ces boîtes-là aujourd'hui. Donc, je les cite, mais après, il ne faut pas que ça soit non plus déceptif. Si vous êtes dans une entreprise de taille plus petite, ETI, PME, TPE, on est ouvert, en fait. Si tu veux, le critère n'est pas dans la taille de l'entreprise, n'est pas dans la nature de l'entreprise, mais plutôt dans la clarté de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez adresser, de la valeur ajoutée que vous pouvez adresser à notre communauté. Et surtout, point important, le respect que vous souhaitez, vous pouvez allouer à nos process, nos modes de fonctionnement. C'est un point hyper important. Il y a trop d'entreprises encore aujourd'hui qui viennent nous voir avec les ressources nécessaires, financières, éditoriales, etc., et qui derrière ne veulent pas faire d'efforts, en fait, qui disent, mais attends, là, on va mettre un peu d'argent sur la table parce qu'on va être partenaire et ça se paye. Mais voilà, donc à un moment donné, vous faites à notre façon. Okay. En fait, de temps en temps, en fait, on est tenté. On se dit, ok, on y va. Ils vont se cramer, ils vont se planter. Tant pis.
Et évidemment, on a toujours une lucidité qui me fait dire, mais attends, enfin, dans tous les cas, on engage aussi notre communauté. C'est hors de question qu'on sorte des trucs qui sont complètement, enfin, qui sont pas du tout conçus par nos soins, ou en tout cas totalement assumés, quoi. Donc, pour répondre à tes questions, on est ouvert. Après, il suffit juste d'avoir cette clarté sur ce que vous voulez faire, sur la façon dont vous voulez le faire. Évidemment, si vous n'avez pas cette clarté, mais que vous avez la conviction qu'il y a des choses à faire, n'hésitez pas. On est là aussi pour vous aider à clarifier ce besoin et puis derrière à affiner. Je le disais, hein, c'est en moyenne, c'est jusqu'à 6 mois entre le moment où on discute et le moment où on met en place un partenariat. On est plutôt de nature patiente, donc ça, il n'y a pas de souci. Trop bien. Désolée Vincent, je t'ai abandonné 2 secondes parce que sinon tu allais t'éteindre et je voulais pas quitter le live d'une seconde à l'autre. On a bientôt fini. Et oui, je vois qu'il est 44, effectivement. Ouais, mais il y avait juste une question. Si tu es encore dispo, Vincent, on peut prendre la question d'Élodie. Oui, bonjour Élodie. Élodie qui demande comment vous envisagez 2021. On adore les questions sur le futur dans ce live. Ouais, bah, tu sais, nous on parle un peu du futur. Hein. On nous demande à chaque fois comment tu imagines ce secteur, comment tu imagines ça. Alors, Ouais. au début, on y allait avec en mode Madame Irma en disant, tu sais, je pense qu'on va aller vers ça. Aujourd'hui, on y va un peu avec des pincettes parce que je m'engage sur des choses qui derrière doivent être sérieuses. Donc là, la question comment envisagez-vous 2021 chez Madines? Bon, ça c'est à ma portée, je vais te le dire, on parle à court terme. Avez-vous prévu quelques grands temps forts? Oui. Comment on l'envisage? On l'envisage évidemment de manière particulière. On sort d'une année qui était quand même assez dure. En fait, pour comprendre, enfin juste petit aparté, mais pour comprendre une entreprise, il faut regarder comment son secteur d'activité a été impacté par le Covid. Et je pense que le secteur des médias a été juste j'ai inventé un mot, mais rouleau compressé par ça. Nous, on a la chance aujourd'hui, c'est qu'on passe en travers des mailles du filet entre les vagues et on est là. Et au contraire, je pense que ça nous a aidé aussi à faire en l'espace de 6 mois ce qu'on aurait fait plutôt en 1 an et demi en termes de changement de nos formats, des conditions de partenariat, etc. On a tout fait évoluer dans le bon sens du terme. Donc, pour répondre à ta question, on envisage bien 2021 avec des temps forts, effectivement. Là, déjà, on accélère. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais on a lancé Madiplay, qui est le petit frère de Madines, il y a un peu moins d'1 an, enfin 1 an même, qui est une plateforme de vidéo à la demande sur laquelle vous allez retrouver des séries et des documentaires. Au même titre qu'aujourd'hui, vous suivez un webinaire, il y a encore 5-6 ans, je ne pense pas que vous seriez informé de cette manière-là. Vous auriez soit lu un article, et soit du coup, nous, on aurait échangé, et tu m'aurais peut-être interviewé à l'écrit ou autre. En fait, aujourd'hui, on est sur un webinaire, mais on s'est dit que nos lecteurs, de plus en plus, veulent en plus des temps froids, et donc du coup, nous consommer aussi le week-end, nous consommer le soir, sur des temps plus longs. Donc, on a lancé cette plateforme-là. Donc là, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que pour répondre à ta question, Élodie, ça va être un gros temps fort. On recrute sur cette plateforme-là, on va accélérer. Il y a une V2 de la plateforme qui va sortir, alors plutôt courant, je pense, plutôt d'ici cet été. Ça, c'est un premier gros temps fort. Je spoil pas en disant ça, mais dans quelques semaines arrivera un nouveau Madines. Ça va vous faire tout drôle parce qu'il y a beaucoup de changements et je pense plutôt en bien. Madines, du coup, se fait une petite beauté et va arriver avec une nouvelle version aussi pour émerger sur un nouveau format qui est le format audio. Je partage rapidement mon point de vue, c'est qu'en fait, difficile d'émerger un podcast aujourd'hui sur les plateformes qui font beaucoup d'efforts. On s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un autre moyen. Est-ce que les gens sont attachés au podcast ou est-ce qu'ils sont attachés au format audio? Nous, on pense que c'est le deuxième cas de figure, plutôt attachés au format audio. Et donc, dans cette nouvelle version de Madines, vous aurez 2 lectures. Vous aurez et une lecture classique écrite et une lecture audio. Vous aurez accès, en fait, aux interviews, aux entretiens qui nous ont permis d'aboutir sur l'article, et vous aurez un système de citation. Vous savez, quand vous allez sur des médias, vous avez des citations en gros, des temps forts de l'interview. Nous, on fera des citations audio. Donc, en fait, le nouveau Madines sera un bon mix rédaction audio. Ça, c'est la deuxième nouveauté, enfin, le deuxième gros temps fort. Le troisième temps fort, c'est qu'on revient, l'événementiel revient en septembre 2021, puisque la Madi Keynote, qui est un autre temps fort, qui a réuni, pour rappel, 10 000 personnes en physique en janvier dernier, revient dans un format hybride en septembre prochain. Donc ça, restez connecté, on va communiquer dessus dans pas très longtemps. Donc voilà, en fait, pour répondre à ta question, Élodie, les grands temps forts dépendent de nos 3 grandes marques, Madines, Madiplay et Madi Keynote. Donc début d'année, pas mal de changements sur Madines, milieu d'année, pas mal de nouveautés sur Madiplay. On va continuer évidemment sur Madiplay à vous sortir des documentaires, des séries.
Mais en attendant ces nouvelles versions, effectivement, un peu de patience et on va dire fin d'année ou en tout cas après les vacances d'été, Madi Keynote, on espère du coup avec ce nouveau format aussi voir nombreux. Ça, c'est ça nos temps forts. Et puis j'espère, si on a l'occasion de rééchanger, vous annoncer l'ouverture prochaine de nouveaux bureaux suite au succès naissant du bureau UK, qui restera une actualité aussi pour 2021 puisqu'on continue sur notre lancée. Trop bien, tu chômes pas Vincent, parce qu'en plus je sais que c'est toi qui dirige le Madiplay. Ouais, exactement. En fait, aujourd'hui, c'est pour ça que c'était plus simple aussi de me présenter comme ça quand tu me disais que j'étais directeur exécutif chez Madines, c'est qu'effectivement, on charge des discussions de deux choses. Le studio de Madines, dont on s'est parlé, qui gère tout ce qu'on vient de présenter précédemment, et Madiplay, qui est donc notre plateforme vidéo, qui est notre petit bébé. Pourquoi rattacher à moi et pas aux médias, direction média? Parce qu'en fait, c'est de la vidéo, et la vidéo, 100% des équipes sont au studio. En fait, on s'est dit qu'on va partir du savoir-faire de contenu et développer des skills, on va dire des skills de diff, des skills marketing de notre côté. C'est challengeant. De toute façon, on suit tous les actualités de Madines, que ce soit sur LinkedIn ou sur les autres réseaux. Où est-ce qu'on peut t'écrire? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et je vais vous dire en premier lieu de me suivre sur Twitter. Voilà, Vincent Pleuren sur Twitter. Moi, je vous dis ça parce que c'est là où vous avez tous nos gros temps forts, je les partage et bien plus que ça. Donc déjà, de manière plus directe, c'est ça. Mais mon email, c'est mon prénom, @madines.com. Si vous voulez me faire suivre une demande. Voilà, c'est les deux moyens. Suivre l'actualité sur madines.com, de manière plus micro en suivant sur Twitter, et pour toute demande, par mail, évidemment. Super, merci beaucoup Vincent, passe une bonne journée. Merci Caroline, à très bientôt. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.